Le soir de Noël, mes parents m'ont bloqué sur le seuil en disant « Tu n'es pas invité, rentre chez toi ». Derrière eux, je voyais ma sœur, mon oncle, et même mon meilleur ami trinquer autour de la table. J'ai hoché la tête, suis remonté dans ma voiture et j'ai passé un seul appel. 20 minutes plus tard, mon téléphone a explosé, et leurs cris ont commencé. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement perdu une famille, j'ai découvert la vérité qui se cachait derrière des années de mensonges, une vérité si sombre qu'elle allait tout détruire, à commencer par moi. Je m'appelle Étienne, j'ai 32 ans. Ce soir-là, le froid sec de décembre pinçait les rues de Lyon, mais ce n'était rien comparé au gel qui s'emparait de mon cœur alors que je garais ma voiture à quelques mètres de la maison de mon enfance. La grande demeure du 6e arrondissement, avec sa façade bourgeoise et ses fenêtres illuminées, ressemblait à une carte postale de Noël parfaite. De l'extérieur, tout n'était que chaleur, luxe et tradition familiale. Une illusion que j'étais sur le point de briser en 1000 morceaux. Dans mes mains, protégée du froid par un étui en cuir, se trouvait une bouteille de Corton Charlemagne Grand Cru 1996. Ce vin n'était pas un simple cadeau. C'était une relique, le millésime préféré de mon grand-père, l'homme qui avait fondé la maison Lavigne sur des principes d'intégrité et de passion. Depuis sa mort, j'avais l'impression que l'âme de notre famille s'était évaporée, remplacée par une ambition froide et calculatrice. Cette bouteille était mon rameau d'olivier, ma tentative naïve de nous rappeler qui nous étions, d'où nous venions. En montant les marches du perron, les sons de la fête me parvenaient, étouffés par la lourde porte en chêne. Des éclats de rire je pouvais distinguer celui, cristallin, de ma sœur Bérénice. Le brouhaha des conversations. La musique classique que ma mère passait à chaque grande occasion. Une symphonie du bonheur familial dont j'étais, sans le savoir encore, la seule note discordante. J'ai appuyé sur la sonnette. À l'intérieur, le bruit a cessé net. Un silence soudain, anormal, comme si on venait d'appuyer sur un interrupteur. J'ai entendu des chuchotements, puis des pas lourds, déterminés. La porte s'est ouverte, non pas en grand pour m'accueillir, mais juste assez pour révéler mes deux parents, se tenant là comme des gardiens de prison. Mon père, Gérard, le visage fermé, les épaules rigides dans son costume impeccable. Ma mère, Françoise, légèrement en retrait, les doigts crispés sur son collier de perles, le regard fuyant. « Étienne » a dit mon père. Sa voix était dénuée de toute chaleur, un simple constat de ma présence. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question m'a frappé comme un coup de poing. J'ai eu un rire nerveux. « Comment ça ?» C'est le réveillon de Noël. Je suis venu fêter ça en famille. J'ai esquissé un mouvement pour leur tendre la bouteille. J'ai apporté le vin du grand-père. Ma mère a eu un hoquet de surprise, ou peut-être de peur. Mon père n'a pas scié. Son regard était aussi tranchant qu'un éclat de verre. Il y a eu un malentendu. Tu n'es pas le bienvenu ici. Rentre chez toi. Chaque mot était articulé avec une précision glaciale. Ce n'était pas une explosion de colère, c'était un verdict. Mon cerveau a refusé de comprendre. J'ai cherché le regard de ma mère, une lueur d'espoir, une explication. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a anéanti, de la pitié, mêlée à une peur panique. Elle était complice. C'est là que j'ai vu, par-dessus leur épaule, dans la lumière dorée de la salle à manger. Bérénice, magnifique dans sa robe de velours rouge, levait sa coupe de champagne. Mon oncle Pascal, le frère de mon père, lui souriait, bien que son sourire semblât un peu forcé. Et puis, assis à ma place, la place de l'aîné, se tenait Loïc. Mon meilleur ami. L'homme que je considérais comme mon frère. Il a tourné la tête, sentant mon regard sur lui. Nos yeux se sont croisés. Il n'y avait ni surprise, ni gêne, ni remords. Juste un éclair de triomphe froid, une affirmation silencieuse de son pouvoir. Il savait que je serais là. Il savait ce qui allait se passer. C'était sa victoire, et il la savourait. Le monde s'est arrêté. Le froid, les sons, tout a disparu. Il n'y avait plus que cette certitude, brutale et absolue, j'avais été effacé. Ce n'était pas une dispute, c'était une purge. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force de ne pas m'effondrer. Au lieu de crier, de supplier,
j'ai simplement hoché la tête. Un lent mouvement de haut en bas. Un accusé de réception de ma propre sentence. J'ai vu la surprise dans les yeux de mon père. Il s'attendait à un drame. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je me suis retournée, la bouteille toujours à la main. En descendant les marches, j'ai entendu la porte se refermer derrière moi. Le clic du verrou a sonné comme le saut final sur mon ancienne vie. La fête pouvait reprendre. L'intrus avait été éliminé. Avant que je vous raconte la suite, et comment j'ai transformé leur célébration en un véritable cauchemar, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous sentez que cette histoire va être intense, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, parce que vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Pour comprendre la violence de cette nuit de Noël, il faut remonter le temps. Il faut comprendre la maison Lavigne. Ce n'était pas juste une entreprise familiale, c'était une monarchie. Mon grand-père en avait été le roi fondateur, un visionnaire parti de rien qui avait transformé quelques arpents de vigne en un nom murmuré avec respect dans les cercles les plus fermés de la gastronomie. Il était le cœur de notre famille, un homme pour qui le vin était une histoire de terre, de patience et de vérité. Mon père, Gérard, avait hérité de la couronne, mais il n'avait jamais vraiment porté le manteau. Pour lui, la maison Lavigne était moins une passion qu'une forteresse à défendre, un statut social à maintenir. Il était obsédé par l'image, par la perception qu'avaient les autres de notre réussite. Chaque décision était pesée à l'aune de la réputation. La culture qu'il avait instaurée était celle de la peur et de la loyauté aveugle. Il ne tolérait aucune remise en question. Mon choix de créer ma propre entreprise de conseil en stratégie, après des années à travailler pour lui, avait été perçu comme l'ultime trahison. Il ne voyait pas un fils cherchant sa propre voie, mais un vassal félon. Ceux qui ne peuvent pas faire, conseil, disait-il souvent avec un sarcasme mordant lors des dîners de famille. Ma sœur Bérénice, de 3 ans mon aînée, avait embrassé son rôle de princesse héritière. Intelligente et compétente, elle avait choisi la voie de la soumission, se conformant à toutes les attentes de mon père. Elle dirigeait les opérations avec une efficacité redoutable, mais sans jamais apporter une idée nouvelle, une vision personnelle. Notre relation avait toujours été complexe, un mélange d'affection enfantine et de rivalité silencieuse. Je savais qu'une partie d'elle enviait ma liberté, ma capacité à défier notre père. Mais cette envie, au lieu de nous rapprocher, avait creusé un fossé de ressentiment entre nous. Elle voyait ma quête d'indépendance comme une critique implicite de ses propres choix. Et puis, il y avait Loïc. Notre rencontre, lors d'un camp de vacances à l'âge de 12 ans, reste l'un de mes souvenirs les plus vifs. J'étais un gamin timide, un peu perdu, et il était tout mon contraire, charismatique, audacieux, avec un rire contagieux. Il venait d'un milieu modeste et était fasciné par mon monde, par les histoires de vignobles et de grandes tablées. Nous sommes devenus inséparables. Il a passé plus de week-ends et de vacances chez moi que chez lui. Mes parents l'adoraient. Il était charmant, serviable, et surtout, il témoignait à mon père une admiration que je n'arrivais plus à feindre. Je me souviens d'une nuit d'été, nous avions peut-être 16 ans. Assis sur le toit de la cave, sous un ciel rempli d'étoiles, nous partagions une bouteille volée dans la collection de mon père. C'est cette nuit-là que nous avons fait un pacte. Il m'a regardé, les yeux brillants d'excitation. Un jour, Étienne, cette maison sera à nous. Toi avec tes idées de génie, moi avec ma tchatch. On va conquérir le monde. On va rendre ton grand-père fier. Je l'avais cru. J'avais cru en ce nous. Pour moi, Loïc n'était pas un ami. C'était mon frère. Quand il a rejoint l'entreprise après ses études, j'étais ravie. Je pensais que notre rêve allait enfin prendre forme. Mais j'ai vite déchanté. Loïc n'était plus le gamin audacieux du camp de vacances. C'était un homme pressé, un courtisan habile. Il a flatté mon père, adopté ses idées, anticipé ses désirs. Il est devenu l'ombre de Gérard, son écho. Et pendant qu'il gagnait la confiance de mon père, il sapait la mienne. Il présentait mes idées comme les siennes, déformait mes propos, semait le doute sur mes compétences. C'était subtil, insidieux. Si j'essayais d'en parler, je passais pour le fils jaloux,
incapable de supporter que son ami réussisse. Il m'a isolé, lentement, méthodiquement. Il a transformé la forteresse familiale en ma prison personnelle, et il en détenait toutes les clés. La véritable alarme a sonné il y a 8 mois. J'étais encore consultant pour la maison Lavigne, une position inconfortable qui me permettait de garder un œil sur les affaires tout en étant tenu à l'écart des décisions importantes. C'est en préparant un audit stratégique que je suis tombé sur l'anomalie. Une ligne dans les comptes de pertes et profits, intitulée « Pertes logistiques exceptionnelles ». Le montant était exorbitant. Assez pour attirer mon attention. Officiellement, plusieurs palettes de nos crus les plus prestigieux avaient été endommagées dans un accident de transport. Un simple coup de malchance. Mais quelque chose clochait. L'instinct. J'ai commencé à enquêter, en dehors de mes heures, dans une quasi-clandestinité. J'ai contacté discrètement Cédric, un des maîtres de chais, un homme fidèle à la mémoire de mon grand-père, qui avait été progressivement mis au placard par mon père. Je l'ai retrouvé dans un petit café près de la gare de Perrache. Il était nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. « Fais attention, Étienne, m'a-t-il murmuré. Les murs ont des oreilles, surtout depuis que Loïc est partout. Je lui ai parlé des pertes logistiques. Un sourire amer a étiré ses lèvres. Des pertes, oui. Des pertes pour la comptabilité. Ces bouteilles-là, elles n'ont jamais été endommagées. Elles ont pris une autre route, une route plus discrète. Avec son aide, j'ai pu accéder à des registres d'inventaire que l'on m'avait cachés. Le puzzle a commencé à prendre forme. Les lots déclarés perdus correspondaient à des sorties de stock nocturnes, enregistrées sous des codes ambigus. C'était une opération de vente au noir, une manière de générer des liquidités non déclarées, de frauder le fisc. Mon sang s'est glacé. C'était la négation de tout ce que mon grand-père m'avait enseigné. Il avait un dicton, la vérité est dans le vin. Si tu mens sur ton vin, tu te mens à toi-même. Mon père ne se mentait pas seulement à lui-même, il crachait sur l'héritage de toute une vie. J'ai rassemblé les preuves, des copies des registres, le témoignage indirect de Cédric. J'ai demandé à voir mon père. La scène se déroula dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de cuir qui sentait le pouvoir. Je lui ai exposé les faits, non pas avec colère, mais avec une sorte de tristesse désespérée. Je voulais qu'il nie, qu'il me donne une explication, même bancale. Il m'a écouté, le visage impassible. Quand j'ai eu fini, il a pris une longue inspiration. « Tu es naïf, a-t-il dit, le ton empreint d'une pitié insultante. Tu penses que le monde est un conte de fées. Diriger un empire comme celui-ci demande des choix difficiles. Des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices, c'est de la fraude, ai-je rétorqué, la voix montant d'un cran. C'est une insulte à la mémoire de grand-père. C'est là qu'il a explosé. Ne me parle pas de ton grand-père. C'était un poète, pas un homme d'affaires. Il a failli tout perdre à plusieurs reprises. C'est moi, qui ai sauvé cette entreprise. Qui l'ai fait prospérer. Et je ne laisserai pas un gamin idéaliste avec ses leçons de morale venir tout détruire. Il s'est levé, menaçant. Je t'interdis de remettre les pieds dans les chais. Je t'interdis de parler à mes employés. Tu n'es plus rien ici. Est-ce que c'est clair? Je suis sorti, sonné. J'avais perdu plus qu'une dispute. J'avais perdu le dernier espoir de retrouver mon père. Et ce que j'ignorais, c'est que Loïc avait tout écouté derrière la porte, savourant chaque mot, chaque insulte. Mon frère utilisait chacun de mes doutes pour tisser la toile qui allait m'emprisonner. 3 mois plus tard, la hache est tombée. L'arme était mon propre travail, et le bourreau était Loïc. Depuis près d'1 an, je développais en parallèle de mon activité de conseil un projet ambitieux pour la maison Lavigne. J'avais identifié une opportunité unique, pénétrer le marché des hôtels de ultraluxe en Asie. C'était un segment exigeant, mais extrêmement lucratif. J'avais activé mon réseau, passé des nuits blanches à étudier les marchés de Singapour, Tokyo et Shanghai. J'avais élaboré une stratégie complète, de la logistique à la création de cuvées exclusives. C'était mon bébé, ma façon de prouver à mon père que je pouvais apporter une valeur immense à l'entreprise, même de l'extérieur. Et dans cette aventure, mon confident,
mon partenaire de brainstorming, c'était Loïc. Je lui montrais tout. Les études de marché, les projections financières, les ébauches de contrats. Il était enthousiaste, plein d'idées. C'est génial, Étienne, me disait-il. C'est exactement ce dont la maison a besoin. Tu es un visionnaire. Ces encouragements étaient le carburant qui me faisait avancer, malgré le mur de silence de mon père. Le jour de la présentation finale devant le conseil d'administration et les représentants du groupe hôtelier était fixé. La veille, Loïc m'a appelé, la voix étranglée par une fausse émotion. Sa mère était subitement tombée malade, il devait se précipiter à son chevet à Marseille. Je suis tellement désolé, mon pote. Je voulais être là pour te voir triompher. Tu vas les scotcher. Je t'appelle dès que c'est fini. J'étais déçu, mais bien sûr, je comprenais. La famille avant tout. Quelle ironie. Le lendemain, je suis entré dans la grande salle de réunion. L'atmosphère était électrique. Mon père présidait, le visage fermé. Bérénice était à ses côtés, me gratifiant d'un petit sourire que je pris pour de l'encouragement. Les représentants asiatiques étaient en visioconférence sur un écran géant. J'ai lancé ma présentation. Les premières minutes se sont bien passées, je sentais que je captais leur attention. Puis, le directeur financier m'a interrompu. Excusez-moi, Étienne, mais ce que vous nous présentez là est très similaire à la proposition que M. Valois et Mme Lavigne nous ont soumise hier. Une proposition, je dois dire, bien plus prudente et mieux ficelée sur le plan logistique. Le sang a quitté mon visage. J'ai balbutié, quelle proposition ? Je ne suis pas au courant. La porte s'est ouverte. Loïc est entré, un air grave et contrit sur le visage. Je suis désolé, a-t-il dit à l'Assemblée. Ma mère va mieux, j'ai tenu à être là. Il s'est tourné vers moi. Étienne, je crois qu'il y a eu un malentendu. J'ai travaillé sur ce projet avec Bérénice en parallèle. Quand tu m'as montré tes idées, j'ai vu que tu allais dans le mur. Ton plan est brillant, mais complètement irréaliste. J'ai essayé de te le dire. C'était un coup de maître. Il ne se présentait pas comme un voleur, mais comme un sauveur. Il avait repris 90% de mon travail, mais avait modifié les 10% cruciaux, les coûts de transport, les délais de livraison pour faire passer mon projet pour une folie financière. Il avait utilisé ma propre transparence contre moi pour me faire passer pour un amateur. J'étais sans voix, piégé. Mon père a pris la parole. L'enthousiasme, c'est bien. Le réalisme, c'est mieux. Le conseil et moi-même avons décidé de retenir la proposition de Loïc et Bérénice. L'humiliation était totale, publique. J'étais le fils incompétent, sauvé par l'ami loyal et la sœur pragmatique. J'ai regardé Bérénice. Dans ses yeux, je n'ai pas vu de pitié. J'ai vu le même triomphe froid que j'avais vu chez Loïc. Je n'ai pas cherché à me défendre. C'était inutile. La partie était jouée d'avance. J'ai rangé mon ordinateur, j'ai salué poliment l'assemblée et je suis sorti, la tête haute. Mais à l'intérieur, j'étais en ruine. En passant la porte, j'ai su que c'était la dernière fois. Ma lettre de démission a été envoyée 1 heure plus tard. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous explosé de colère en pleine réunion ? Auriez-vous tenté de prouver que le projet était le vôtre ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir comment vous auriez géré cette trahison absolue. De retour à cette nuit de Noël. Après avoir été chassé, je me suis retrouvé dans ma voiture, la bouteille de Corton Charlemagne posée sur le siège passager comme un passager silencieux et moqueur. J'ai conduit sans destination, les lumières de la ville se floutant à travers mes larmes de rage. J'ai longé les quais du Rhône, regardant les péniches illuminées, symbole d'une fête à laquelle je n'appartenais plus. Je me suis finalement arrêté sur les hauteurs de Fourvière. La basilique, blanche et majestueuse, semblait veiller sur un lion endormi. D'ici, le bruit du monde n'existait plus. Il n'y avait que le silence, mon cœur qui battait la chamade et un tourbillon de pensées. Une partie de moi voulait fuir. Vendre mon appartement, quitter Lyon, recommencer à zéro dans un endroit où le nom Lavigne ne signifiait rien. Oublier. Mais une autre partie, plus sombre, plus dure,
refusait de leur laisser la victoire. L'image du sourire triomphant de Loïc était gravée dans ma rétine. Le mépris de mon père résonnait dans mes oreilles. Je me suis souvenu de moments heureux. Des éclats de rire avec Bérénice quand nous étions enfants. Des parties de pêche avec mon père, avant qu'il ne devienne ce tyran glacial. Des secrets partagés avec Loïc. Était-ce tout un mensonge? Ou avais-je simplement été aveugle? La douleur de ces souvenirs était presque plus insupportable que la trahison elle-même. C'est là que le nom de Mathieu m'est revenu à l'esprit. Mon ami de l'école de commerce. Le type intègre qui travaillait à la répression des fraudes. Sa carte de visite était dans mon portefeuille depuis des mois. Si jamais ta conscience te dit d'agir. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché son nom. Mon pouce a tremblé au-dessus de l'écran. C'était la ligne rouge. L'acte irréparable. Appeler Mathieu, ce n'était pas seulement dénoncer une fraude. C'était déclarer la guerre à ma propre famille. C'était accepter de détruire l'œuvre de mon grand-père pour, peut-être, en sauver l'esprit. C'était choisir la justice plutôt que le sang. Pendant une longue minute, j'ai hésité. J'ai presque effacé son numéro. La voix de ma mère, me suppliant de penser à la famille, résonnait en moi. Mais juste après, j'ai entendu la voix de mon père, « Tu n'es pas le bienvenu ici. » Et j'ai compris. Ils m'avaient déjà renié. Ils avaient déjà choisi leur camp. Je n'avais plus de famille à protéger. Tout ce qu'il me restait, c'était ma conscience. Mon pouce s'est abaissé. J'ai appuyé sur « Appeler ». Le téléphone a sonné une fois. 2 fois. J'ai failli raccrocher. Puis il a décroché. Prendre cette décision a été la chose la plus difficile de ma vie. Je savais qu'après cet appel, plus rien ne serait jamais comme avant. Restez avec moi pour voir comment tout a basculé. Allô, Étienne? Joyeux Noël. Tout va bien? La voix calme et amicale de Mathieu à l'autre bout du fil était un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. Pas vraiment, Mathieu. Joyeux Noël à toi aussi. Je suis désolée de te déranger ce soir, mais je crois que j'ai ce dont tu m'as parlé. Des preuves. Des preuves solides. Il y eut un silence, puis sa voix changea, devint plus professionnelle. Je t'écoute. Rentre chez toi, mets-toi devant ton ordinateur et dis-moi tout ce que tu as. Le trajet du retour vers mon appartement de la Croix-Rousse fut surréaliste. Je me sentais détaché de mon propre corps, comme si j'étais le spectateur d'un film. En arrivant, j'ai allumé toutes les lumières, chassant les ombres. J'ai mis mon ordinateur en marche, la clé USB contenant les fichiers que j'avais copiés des mois auparavant serrés dans ma main moite. Au téléphone, j'ai commencé à tout déballer à Mathieu. J'ai parlé de la fraude fiscale, des lots de vin perdus. Il m'écoutait, posant des questions précises, techniques. As-tu des numéros de série? Des dates de sortie de stock? Des noms de transporteurs? Guidé par ces questions, je me suis replongé dans les fichiers. Et c'est là, avec le regard neuf de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, que j'ai vu l'étendue du désastre. C'était bien pire que ce que j'avais cru. La fraude fiscale n'était que la pointe de l'iceberg. J'ai trouvé des factures d'achat pour des quantités astronomiques de vin en vrac, provenant de coopératives bas de gamme du Languedoc. Des vins corrects, mais vendus à moins de 2 € le litre. Que faisait-il avec tout ce vin? La réponse se trouvait dans les registres de production, soigneusement falsifiés. J'ai croisé les dates. Après chaque achat de vin en vrac, les volumes de nos cuvées les plus prestigieuses, nos Gevrey Chambertin, nos Meursault augmentaient miraculeusement de 15 à 20%. Ils coupaient nos meilleurs vins. Ils noyaient le travail de décennies, le terroir de notre Bourgogne natale, dans un océan de vins médiocres. Ils vendaient des mensonges en bouteille. L'image de Madame Dubois m'est revenue en tête. Cette vieille dame élégante qui venait chaque année acheter son pommard, les larmes aux yeux en évoquant les souvenirs de son défunt mari. Ils l'avaient volé. Ils avaient souillé ses souvenirs. Mon estomac se contracta de dégoût. Continue de chercher, Étienne, dit Mathieu. Il doit y avoir une piste financière. Comment blanchissait-il l'argent? J'ai trouvé. Une société écran, basée au Luxembourg,
nommée Viti Consulting. Une coquille vide, dirigée par un homme de paille. Des millions d'euros transitaient par cette société, sous le couvert de frais de conseil en exportation. C'était l'œuvre de Loïc, j'en étais sûr. C'était sa signature, audacieux, complexe, et totalement immoral. J'ai trouvé des notes de service, des plans stratégiques. Tout était là. Un système de fraude à grande échelle, impliquant mon père comme cerveau, Loïc comme exécutant, et Bérénice comme complice silencieuse, son paraphe sur plusieurs documents validant les opérations. La maison Lavigne n'était plus une entreprise viticole. C'était une organisation criminelle. Et j'avais en ma possession de quoi la faire tomber. La colère avait remplacé la douleur. Une colère froide, lucide. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. Il s'agissait d'arrêter un cancer qui rongeait tout ce que j'avais un jour respecté. Alors que j'expliquais la structure de la société luxembourgeoise à Mathieu, mon regard a été attiré par un dossier sur la clé USB. Un dossier que je n'avais jamais vraiment exploré, pensant qu'il était sans importance. Il était simplement intitulé « Note interne, BL ». Les initiales de Bérénice et Loïc. Machinalement, je l'ai ouvert. Ce n'étaient pas des notes de service. C'était leur correspondance privée, des échanges de mails sauvegardés. J'ai cliqué sur le premier. La date remontait à plus d'1 an. Mon sang s'est glacé. C'était une conversation intime. Des mots d'amour. Des projets de week-end. Loïc, mon meilleur ami, l'homme qui me consolait de mes peines de cœur, était l'amant de ma sœur. La nausée m'a submergée. J'ai dû poser le téléphone. Étienne, ça va ? A demandé Mathieu. Je ne pouvais pas répondre. J'ai continué à faire défiler les messages, comme hypnotisé par l'horreur. Leur relation n'était pas qu'une simple liaison. C'était une alliance. Ils parlaient de moi. Constamment. Ils analysaient mes faits et gestes, se moquaient de mes scrupules. Un mail de Bérénice m'a particulièrement marqué. Il a encore fait une crise à propos de l'honneur de grand-père. Il est tellement prévisible. Parfois, sa naïveté me fatiguerait presque. La réponse de Loïc était encore plus cruelle. Laisse-le dans son monde de rêve, ma chérie. Sa conscience est notre meilleur allié. Pendant qu'il se lamente sur le passé, nous construisons notre avenir. Il faut juste le garder à l'écart des vraies décisions. Il finira par partir de lui-même. Un autre mail, plus récent, discutait de ma découverte de la fraude fiscale. C'était Loïc qui écrivait, il a trouvé pour les pertes. Il est plus malin que je ne le pensais. Il va falloir accélérer le plan. Le discréditer complètement. L'humilier. Le projet asiatique sera l'occasion parfaite. Tout était là. Noir sur blanc. La trahison n'était pas un accident, une conséquence de l'ambition. C'était un plan, délibéré, exécuté de sang-froid par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, après mes parents. J'ai compris pourquoi mon père avait si facilement accepté Loïc. Loïc n'était pas seulement son subordonné dévoué. Il était sur le point de devenir son gendre. J'étais l'obstacle. L'héritier légitime, mais gênant, qu'il fallait écarter pour laisser la place au couple parfait, le couple qui comprenait les affaires. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique. Une pointe de glace dans le cœur. Je ne pouvais plus respirer. J'ai repensé à toutes ces années, tous ces secrets partagés avec Loïc, tous ces moments de complicité avec Bérénice. Tout n'était qu'un décor de théâtre. Et j'étais le seul à ne pas savoir que je n'étais qu'un figurant dans la pièce de ma propre vie. Étienne ? Tu es là ? La voix de Mathieu m'a sorti de ma torpeur. J'ai repris le téléphone, ma propre voix méconnaissable. Oui. Je suis là. Et j'ai autre chose pour toi. Quelque chose de personnel. Quelque chose qui prouve le mobile. Et juste au moment où je pensais avoir touché le fond, où la douleur était à son paroxysme, Mathieu a prononcé les mots qui ont tout changé. Les mots qui ont transformé mon chagrin en une rage pure, une rage qui allait alimenter tout ce qui allait suivre. Étienne, avant que tu m'envoies quoi que ce soit, j'ai fait une vérification préliminaire de mon côté, à partir des noms que tu m'as donnés, dit Mathieu, sa voix devenue grave et solennelle.
Il y a un autre problème. Un problème qui te concerne directement. Ta grand-mère t'a laissé un fonds en fiducie, c'est exact? Un compte censé être débloqué à tes 35 ans. Un frisson d'appréhension me parcourut. Oui, c'est exact. Il y a environ 200 000 € dessus. C'est l'héritage de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que ce compte a été quasiment vidé au cours des 6 derniers mois. Il ne reste que 5 000 €. Le choc fut si violent que je dus m'asseoir. Ce n'est pas possible. Il faut ma signature, et celle de mon père, qui est le fiduciaire. Je n'ai jamais rien signé. C'est bien ça le problème, Étienne, continua Mathieu, implacable. Quelqu'un a imité ta signature. Et ton père a co-signé chaque retrait. Il a pillé ton héritage. Probablement pour couvrir les trous dans sa trésorerie ou pour financer leurs opérations frauduleuses. Juridiquement, c'est du faux et usage de faux, et un abus de confiance aggravé. C'en était trop. C'était la profanation ultime. L'argent de ma grand-mère, la seule personne dans cette famille qui m'avait toujours soutenu sans condition, avait été volé par mon propre père. La dernière digue de retenue en moi a cédé. Il n'y avait plus de famille, plus de pitié, plus d'hésitation. Il n'y avait plus qu'un champ de bataille. Envoie-moi tout, Étienne, répéta Mathieu, sentant le changement dans ma voix. Absolument tout. Les documents financiers, les mailles personnelles. Tout. Avec ce que tu as, et ce que je viens de trouver, ce n'est plus une simple enquête. C'est un dossier en béton armé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi. Mécaniquement. J'ai créé un fichier zip, protégé par un mot de passe. J'y ai glissé tous les documents, toutes les preuves de leurs crimes financiers et de leur trahison personnelle. Mon doigt a cliqué sur « Joindre un fichier ». Puis il s'est positionné sur « Envoyer ». Pendant une seconde, une seule, j'ai hésité. L'image de ma mère, le jour de mes 10 ans, me bordant dans mon lit, m'est revenue. Une seconde de faiblesse. Puis l'image du visage triomphant de Loïc l'a balayée. J'ai cliqué. L'email est parti, un missile numérique silencieux lancé en plein cœur de leur célébration de Noël. Pendant une minute, le silence régna dans mon appartement. Le calme avant la tempête. Et puis, mon téléphone, posé sur la table, a vibré une fois. Un message de mon père. En majuscule. Qu'est-ce que tu fais? Appelle-moi immédiatement. Il a vibré à nouveau. Un appel manqué de ma mère. Puis une avalanche. Des messages de Bérénice. Étienne, réponds, je t'en supplie. On peut arranger ça. Des appels de numéros inconnus, probablement des avocats. Mon téléphone était devenu une grenade dégoupillée, vibrant frénétiquement sur la table. Et puis, au milieu de ce vacarme virtuel, un bruit bien réel m'a fait sursauter. Des coups sourds et violents contre ma porte. Pas le son d'une sonnette polie. Le son de poings qui s'abattaient sur le bois. Ils n'avaient pas pris la peine de sonner. Ils étaient là, en bas de chez moi, fous de rage. J'ai regardé l'horloge. 20 minutes. Il leur avait fallu 20 minutes pour passer du champagne à la panique la plus totale. La guerre avait commencé. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai fait un pas en arrière, instinctivement. Ce n'était plus ma famille. C'était une meute. Mon père était en première ligne, le visage congestionné par une rage que je ne lui avais jamais vue. Ma mère se tenait derrière lui, tremblante, le visage ravagé par les larmes. Bérénice et Loïc étaient juste derrière, leurs expressions un mélange de peur et de défi. Espèce de petit traître, a hurlé mon père, me bousculant pour entrer dans l'appartement. Les autres l'ont suivi, envahissant mon espace, mon sanctuaire. Détruire 30 ans de travail. Ton propre nom. Tout ça par jalousie. La jalousie n'a rien à voir là-dedans, ai-je répondu, surpris par le calme de ma propre voix. Il s'agit de ce qui est juste. La justice, a ricané Loïc, sortant de l'ombre. Tu parles de justice, toi qui as essayé de saboter l'entreprise de l'intérieur pendant des mois? C'était leur stratégie. L'attaque. Me faire passer pour le coupable. Ma mère s'est jetée à mes pieds, s'agrippant à mon pantalon.
C'était une scène pathétique, surréaliste. Mon fils, mon chéri, retire ta plainte. Pense à nous, pense à ton nom. Nous serons la risée de tout lion. Il est trop tard pour penser au nom, maman. Il fallait y penser en volant l'argent des clients. En volant l'argent de ta propre mère. À la mention de l'héritage de ma grand-mère, son visage a blêmi. Elle a lâché mon pantalon comme s'il était brûlant. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. C'est à ce moment que mon oncle Pascal est arrivé. Il s'est arrêté sur le seuil, observant la scène avec une tristesse infinie. Pascal, s'est exclamé mon père, voyant en lui un allié potentiel. Raisonne-le. Dis-lui qu'il commet une folie. Mon oncle a lentement secoué la tête. Il n'a pas regardé mon père. Il m'a regardé. Je ne peux pas faire ça, Gérard. Il a fait un pas dans l'appartement, se plaçant symboliquement à mes côtés. J'ai été un lâche. J'ai vu ce que vous faisiez. J'ai suspecté des choses depuis des années. Mais je n'ai rien dit. Par peur, par confort. Ce soir, la lâcheté, c'est fini. Il s'est tourné vers mon père. Tu as déshonoré notre nom, Gérard. Tu as trahi la mémoire de notre père. Le visage de mon père est passé de la fureur à l'incrédulité. La trahison de son propre frère était un coup qu'il n'avait pas anticipé. Profitant de la confusion, j'ai repris le contrôle. Votre plan était de tout me mettre sur le dos, n'est-ce pas? Utiliser un vieux contrat pour dire que j'étais le cerveau? Le silence de Loïc et Bérénice fut un aveu. Ça ne marchera pas, ai-je continué. J'ai des mois de mai prouvant que vous me teniez à l'écart. J'ai le témoignage de Cédric. J'ai vos conversations privées. Vous n'avez rien. Vous êtes fini. La panique a remplacé la colère. Bérénice a fondu en larmes. Mon père a commencé à parler d'argent, de négociation. Dis-moi ton prix, Étienne. Tout le monde a un prix. Il m'a offert des millions, la direction de l'entreprise, tout ce que je voulais, en échange de mon silence. C'était sa dernière carte, la corruption. J'ai ri. Un rire amer. Vous ne comprenez toujours pas. Il n'a jamais été question d'argent ou de pouvoir. Il était question d'honneur. Un mot que vous avez rayé de votre vocabulaire. La confrontation a duré encore longtemps. Un ballet sordide de menaces, de supplications et de chantage. Mais quelque chose en moi s'était endurci. Leurs paroles glissaient sur moi sans m'atteindre. J'étais déjà ailleurs, dans l'après. L'aube se levait à peine sur Lyon quand ils sont finalement partis. Épuisés, vaincus. Mon appartement portait les stigmates de leur passage, un verre renversé, un coussin par terre, mais surtout, une atmosphère lourde, chargée de toute la laideur de la nuit. Mon oncle Pascal est resté. Il m'a aidé à ranger, en silence. Puis il s'est assis en face de moi. Ça va être un enfer, tu sais, a-t-il dit doucement. Les avocats, la presse. Ils vont essayer de te salir. Je sais, ai-je répondu. Mais je suis prêt. Ton père, il ne te le pardonnera jamais. Il n'y a plus rien à pardonner. On ne peut pas pardonner à un fantôme. Mon père est mort pour moi ce soir. Après son départ, je suis restée seule, dans le silence assourdissant. L'adrénaline de la confrontation est retombée, laissant place à un vide immense. Je n'ai ressenti ni victoire, ni satisfaction. Juste une profonde, une écrasante tristesse. J'ai erré dans mon appartement comme une âme en peine. J'ai pris la bouteille de Corton Charlemagne, toujours sur la table. Je l'ai ouverte. J'ai servi un verre. J'ai trinqué, seul, à la mémoire de mon grand-père. J'espère que tu comprends, ai-je murmuré. Et c'est là que j'ai craqué. La tension, la douleur, la trahison, tout est remonté d'un coup. Je me suis effondrée, secouée de sanglots incontrôlables. J'ai pleuré le petit garçon qui admirait son père, l'adolescent qui partageait ses rêves avec son meilleur ami, le jeune homme qui aimait sa sœur. J'ai pleuré la famille que j'avais perdue, ou peut-être, la famille que je n'avais jamais vraiment eue. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Épuisée, vidée. Puis,
Alors que les premiers rayons du soleil de Noël illuminaient mon salon, une nouvelle sensation a commencé à poindre. Une sensation étrange, presque oubliée. La paix. C'était fini. Le mensonge était terminé. J'avais perdu un monde, mais je m'étais retrouvée. J'étais meurtrie, brisée, mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Je me suis levée. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. C'était le visage d'un étranger, marqué par la nuit. Mais ses yeux avaient une lueur nouvelle. Une lueur de détermination. La guerre était loin d'être terminée, je le savais. Mais la bataille la plus importante, celle contre moi-même, venait d'être gagnée. J'ai fini mon verre de vin, non plus comme un hommage triste, mais comme un toast à l'avenir. Un avenir que j'allais construire moi-même, sur les ruines de mon passé. 1 an a passé. Le temps a une drôle de façon de transformer les champs de bataille en paysages presque paisibles. La tempête judiciaire et médiatique a été aussi féroce que mon oncle l'avait prédit. Le nom Lavigne a été traîné dans la boue, et à juste titre. Le millésime de la trahison, avait titré un grand journal. L'enquête a révélé l'ampleur de la fraude, les témoignages d'employés et de clients floués ont afflué. La maison Lavigne, insolvable, a été liquidée. Le nom, autrefois un gage de qualité, a été racheté par un grand groupe qui l'a transformé en une marque de supermarché. Une fin ironique et pathétique. Mon père, face à des preuves accablantes, a plaidé coupable. Sa coopération et son âge lui ont permis d'éviter la prison ferme. Il a été condamné à une lourde amende, à du sursis, et surtout, à la peine capitale pour un homme comme lui, l'anonymat et l'oubli. Lui et ma mère vivent reclus, leur cercle social s'étant évaporé du jour au lendemain. Nous n'avons plus eu aucun contact. Loïc a été condamné à de la prison ferme. Sa trahison a été considérée comme une circonstance aggravante. J'ai appris par des connaissances communes qu'il était sorti récemment, amer et ruiné. Bérénice a eu une peine plus légère, des travaux d'intérêt général et une amende. Elle a dû vendre son appartement pour payer ses dettes. Le couple qu'il formait n'a pas survécu au scandale. De mon côté, j'ai traversé l'épreuve en me plongeant dans le travail. Ma société de conseil a connu un essor inattendu. Paradoxalement, mon rôle de lanceur d'alerte m'a valu une réputation d'intégrité à toute épreuve. Les entreprises venaient me chercher pour cette qualité que ma propre famille avait bafouée. Le succès avait un goût étrange, un mélange de satisfaction et de culpabilité. Mais le travail ne suffisait pas. J'ai utilisé l'argent de l'héritage de ma grand-mère, que la justice m'a finalement restitué, pour créer la Fondation Hélène Lavigne, du nom de ma grand-mère. Cette fondation a 2 buts, aider les victimes de fraudes financières complexes, et offrir des bourses à de jeunes vignerons qui pratiquent une viticulture éthique et durable. J'ai personnellement contacté Madame Dubois. Je lui ai tout expliqué, et je l'ai remboursé intégralement, avec les intérêts. Les larmes de gratitude dans ses yeux ont donné un sens à tout ce chaos. J'ai fait la paix avec le nom que je portais. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais essayer de redonner à ce nom une signification honorable. La reconstruction a été lente, douloureuse. J'ai appris à vivre avec les fantômes de mon passé, non plus comme des ennemis, mais comme des rappels constants des choix que je devais faire chaque jour. J'ai appris que la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais, comme mon père me l'avait dit ironiquement un jour, à toujours se relever. Ce soir, 1 an plus tard, jour pour jour, l'odeur d'un chapon rôti emplit mon appartement. La table est mise pour 6. Les rires qui résonnent ne sont pas forcés, la chaleur n'est pas une façade. Mon oncle Pascal est là, son compagnon à ses côtés. Il est devenu la figure paternelle que je n'avais jamais eue. Mathieu et sa femme sont aussi présents. Notre relation a dépassé le cadre professionnel pour devenir une amitié solide. Et il y a Cédric, l'ancien maître de chai, et sa femme. Je l'ai aidé à monter son propre petit domaine viticole. Son premier millésime, qu'il a insisté pour apporter ce soir, est une pure merveille. C'est ma nouvelle famille. Une famille non pas de sang, mais de valeurs. Une famille bâtie sur le respect, la confiance et l'honnêteté. Alors que nous passions au dessert, une tarte tatin que j'avais fièrement préparée, on a frappé à la porte. Un coup léger, hésitant.
Mon cœur s'est serré. Je suis allée ouvrir. C'était Bérénice. Je l'ai à peine reconnue. Fini les robes de créateur et le maquillage impeccable. Elle portait un simple jean et un pull, l'air fatigué, mais ses yeux avaient une clarté nouvelle. Elle tenait maladroitement une petite boîte en carton. Je ne reste pas, a-t-elle dit rapidement, comme pour me rassurer. Je sais que je n'ai pas le droit. Je voulais juste te donner ça. Elle m'a tendu la boîte. C'étaient des biscuits de Noël. Les mêmes que notre grand-mère nous faisait quand nous étions enfants. Et je voulais te dire pardon, Étienne, a-t-elle continué, sa voix se brisant. Il n'y a pas d'excuse. J'ai été lâche, jalouse, et j'ai suivi le courant. Loïc m'a abandonnée dès que les choses ont mal tourné. J'ai tout perdu. Et je le méritais. Je travaille maintenant comme vendeuse dans une petite cave à vin. J'apprends à nouveau à aimer le vin, pour les bonnes raisons cette fois. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu ma rivale. J'ai vu ma sœur. Une femme brisée qui essayait de se reconstruire. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai simplement pris la boîte. Merci, ai-je murmuré. Elle a esquissé un faible sourire, a hoché la tête et est partie sans se retourner. J'ai fermé la porte, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Le pardon est un chemin long et complexe. Je ne savais pas si j'y arriverais un jour. Mais pour la première fois, la porte n'était plus complètement fermée. Je suis retournée à table, auprès des miens. J'ai posé la boîte de biscuits sur la table. Mon oncle m'a regardé, un regard plein de compréhension. J'ai levé mon verre. À la famille, ai-je dit. Celle qu'on ne choisit pas, et celle, si précieuse, qu'on a la chance de se construire. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et vos propres valeurs? Partagez vos histoires dans les commentaires. Parfois, les décisions les plus douloureuses nous mènent vers la paix intérieure. Si cette histoire vous a touché, merci de liker et de vous abonner pour plus de récits sur la force que l'on trouve dans l'adversité. Rappelez-vous, la famille que l'on choisit peut être tout aussi puissante, et parfois même plus vraie, que celle dans laquelle on est né. Merci de m'avoir écouté.